Je vais donc appeler à la barre le prévenu Vergrit. Merci, monsieur le ministre. Ben, comme vous avez le droit, donc je vais faire de même. Eh bien, écoutez, donc nous sommes très heureux de vous recevoir et je commencerai par une question importante. Après tout ce que vous avez entendu, tout ce qui vous a été rapporté même, peut-être, dans quel esprit êtes-vous ? Ça vient d'être dit, je suis innocent par définition. D'abord, je vais vous faire une confidence. Dans sa tête, en un mois, on ne devient pas encore ministre. Et d'ailleurs, ça me fait toujours bizarre quand on m'appelle monsieur le ministre. Ça m'avait fait la même chose en 2014 quand j'étais devenu maire. Parce que du jour au lendemain, on vous appelle monsieur le maire. Et ça fait drôle parce que finalement, vous avez le sentiment de changer de nom. J'ai encore un peu le sentiment d'avoir changé de nom à nouveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ma tête, et ça répond à ce qui vient d'être dit, je suis encore ce maire, ce président d'intercommunalité, cet élu de terrain, qui a vécu, depuis ça fait 9 ans que je suis président de la communauté urbaine de Dunkerque, et donc qui a vécu les bons moments, les mauvais moments, les difficultés, les soutiens de ce qu'est la politique du logement sur le terrain. Et je pourrais même vous dire un jour une anecdote, puisque Dunkerque va créer 20 000 emplois, et donc il nous faut beaucoup de logements. Et je vois un jour le préfet, et je lui dis on a quand même beaucoup de blocages sur le terrain pour construire ces 20 000 logements. Et je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous envoie un SMS à chaque fois qu'il y a un problème ? Le préfet m'a dit, mais oui, avec plaisir. Je lui ai envoyé un SMS tous les 3 jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, je suis conscient que sur le terrain, parfois, il y a des blocages, il y a des choses qui ne permettent pas de faire avancer, qu'au niveau des acteurs de terrain, ce n'est pas toujours ce qu'on espérait avoir. Donc ça, c'est mon premier état d'esprit. Mon premier état d'esprit, c'est le regard candide, vais-je dire, de l'élu de terrain sur une politique nationale qui n'a cessé... là, j'ai un Larsen. Qui n'a cessé de... Il faut que je change le micro. Super. Hein ? Qui n'a cessé d'évoquer, notamment pour dire qu'il était urgent de la décentraliser. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais changé en un mois. Deuxième état d'esprit, c'est que depuis un mois, j'écoute des acteurs à l'échelle nationale. Je suis allé sur le terrain, comme encore ce matin. J'écoute des acteurs locaux et je vois à la fois le contraste entre ce qu'est le logement pour nos concitoyens. Je pense que ça a été dit. Un enjeu de pouvoir d'achat, mais bien plus qu'un enjeu de pouvoir d'achat, un enjeu de vie. Sans logement, on ne fait pas grand-chose dans la vie. Et je rajoute en plus pour les jeunes, pour qui c'est le droit à l'autonomie, c'est le droit à fonder une famille, c'est un véritable droit encore plus important pour les jeunes. Et le contraste, c'est finalement l'importance que revêt le logement dans la vie, dans le quotidien des Français, et l'état de, je ne sais pas comment dire, de désenchantement quand même parfois des acteurs. Et vous l'avez entendu au début. Le début de la première salve de la table ronde, ce n'était pas des interventions, c'était des cris. Ce n'était pas des interventions. D'ailleurs, il n'y a pas eu de proposition dans la première salve. Je te remercie, Christophe, d'avoir mis la deuxième salve, qui, à mon avis, était beaucoup plus riche de propositions et beaucoup plus utile pour moi. Mais la première salve était une salve de cris. Et donc, je me retrouve devant un désenchantement. Ça a été expliqué pourquoi, la déception du CNR, les attentes. Et donc, voilà. Mon état d'esprit, il est celui-là, celui d'un élu de terrain, d'un acteur de terrain, avec des convictions sur la politique du logement, et je vais y revenir forcément,
et une situation qui est une situation difficile, pas simplement de crise économique, une crise plus profonde en fait en réalité, une crise peut-être de désenchantement. Et ça tombe bien, j'ai parfois l'impression de retrouver la situation que j'ai vécue à Dunkerque en 2014, la ville qui perdait le plus d'habitants en France, Dunkerque, dans laquelle la population se posait des questions sur son avenir et qui est aujourd'hui considérée comme le modèle de l'agglomération, et en tout cas le modèle du développement décarboné. Donc il a fallu 9 ans. On va essayer de faire plus court pour le logement. Voilà, voilà mon état d'esprit. Écoutez, ça me permet d'enchaîner tout de suite. En fait, vous arrivez et la politique du logement, je dirais, elle est confrontée à un triple défi. Le logement, je ne sais pas si vous le partagerez, mais le logement trop cher, pour beaucoup, en fait, en termes de le pouvoir d'achat est largement érodé par ce segment d'intervention. La situation conjoncturelle difficile, on n'y revient pas, ça a été écrit à plusieurs reprises, et la question du changement climatique. Ce dossier, est-ce que vous le percevez forcément ? Comment vous allez l'appréhender pour aller chercher ce qui est nécessaire dans la position qui est la vôtre, c'est-à-dire des arbitrages, et des arbitrages qui ne seront pas forcément faciles à obtenir ? Oui, enfin, je voulais d'abord... la première chose, je pense qu'il faut faire, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est une logique de cohérence. Et moi, ce qui m'intéresse de vous livrer aujourd'hui, j'ai un peu commencé à le livrer depuis hier, puisqu'on m'interroge un peu plus souvent. J'ai vu que j'ai fait de la publicité pour France Inter. C'est la philosophie qui va me guider dans le temps que j'aurai, en tout cas en tant que ministre du Logement. La philosophie que j'ai envie de développer, c'est... je ne crois pas en une recette miracle ou magique de la politique du logement. Ça a déjà été fait par le passé. Crise de 2008, le cellier. Super. D'ailleurs, au passage, toutes les recettes magiques ont peut-être été des causes de la situation actuelle. Parce que si le prix du logement a décroché l'évolution du pouvoir d'achat de nos populations, c'est peut-être parce que des moments cruciaux, on a cru en une recette magique qui n'a finalement pas apuré les choses. Et on se retrouve peut-être aujourd'hui dans la merde, excusez-moi l'expression, on va le retirer ça, parce que justement, on n'a pas voulu à un moment donné regarder les choses sur le fond. Donc, je ne recherche pas la mesure magique, le bricolage, le machin qui va faire qu'on va relancer artificiellement une production qui doit se poser de nouvelles questions. Ce que je souhaite, c'est remobiliser les acteurs de terrain, parce qu'après la salve de cris, il y a eu une belle salve d'énergie. Et je vous en remercie, parce qu'il y avait beaucoup de propositions dans la deuxième salve de la table ronde précédente. Donc il y a de l'énergie sur le terrain. M. Etchegaray l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une envie de faire. Les collectivités locales ont envie de s'investir sur la politique du logement. Oui, il y a des maires malthusiens, mais je ne connais pas beaucoup d'agglomérations qui le sont, et je connais beaucoup d'agglomérations et de présidents d'agglomérations qui ont envie de répondre aux enjeux de logement pour leurs concitoyens. Et donc, il y a une envie d'agir au niveau des collectivités locales. Il y a une envie d'agir au niveau d'un certain nombre de bailleurs sociaux. Il y a une envie d'agir au niveau des associations. Il y a une envie d'agir au niveau des acteurs privés. J'ai entendu Madame la directrice adjointe, c'est ça, de Nexity, sur les propositions que vous faisiez aussi sur la productivité, sur la façon dont on construit demain. Des réflexions qui n'ont pas eu assez lieu depuis 20 ans. Dans le monde de la construction, on ne s'est pas assez posé des questions parce qu'on était sous perfusion d'un certain nombre de mesures magiques et on ne s'est pas posé la question. Eh bien, vous vous posez la question maintenant, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie, effectivement, dans notre pays, au niveau des acteurs de terrain. Maintenant, il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. Et ce n'est pas que des moyens financiers. Ces moyens... Je vais prendre qu'un exemple. Je vais prendre qu'un exemple parce que ça va revenir, j'imagine, dans les questions que... On se tutoie ? Oui, oui. Tu vas poser ensuite. La question du foncier, puisqu'elle a été citée, et je suis d'accord, c'est la question centrale, la question du foncier, surtout dans un territoire comme ici, le Pays Basque. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Je pense qu'il y a eu de très belles propositions au moment du CONER sur cette question-là. Je ne sais pas s'il faut une mission complémentaire. Pourquoi pas ? À la limite, on en parlera lundi puisqu'on se voit.
En tout cas, il faut qu'on fasse des propositions et qu'on aille plus loin. Il faut donner aux collectivités locales, demain, beaucoup plus de moyens pour faire des interventions foncières. Est-ce que ça passe par le renforcement du droit de préemption? Est-ce que ça repose sur de l'encadrement? Est-ce que ça repose sur le renforcement des EPF, etc., etc. Peu importe. Mais cette question du foncier, il faut donner plus d'outils. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des meublés touristiques. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles peuvent aller jusqu'à la demande de la compensation. C'est peu pour réguler un marché. Alors oui, vous avez évoqué aussi la fiscalité. La fiscalité, oui, c'est vrai, sauf que ça prendra sans doute un petit temps, parce que ce ne sont pas des sujets simples. Je pense qu'il faut le faire. Vous avez totalement raison. Il faut avancer sur cette question de la fiscalité. Mais je pense qu'il faudra se donner un tout petit peu de temps pour y arriver. Par contre, donner le plus rapidement possible aux collectivités locales des moyens de régulation publique qui ne soient pas seulement la compensation, eh bien allons-y. La régulation publique, ça existe. Le foncier, ce n'est pas tout à fait l'économie de marché. Parce que c'est un bien unique. Cette terre-là, elle est unique, celle sur laquelle on est. Ce n'est pas un produit qui est extensible. Vous avez un verre d'eau, là, ce verre d'eau, on peut en faire des milliers s'il y a des demandes. Le foncier, non. Le foncier, il est unique. Donc ça se régule publiquement. Et si ça se régule publiquement, c'est aux agglomérations de le faire et il faut leur donner les pouvoirs. Et que ce ne soit pas simplement la compensation. Et donc on est en train de travailler pour donner des outils de régulation beaucoup plus forts sur ces questions des meublés touristiques aux agglomérations. Agglomération, alors je vais dire AOH pour l'instant, on va dire ça. Mais vous avez compris ma volonté effectivement d'avancer à l'échelle de l'intercommunalité. Mais écoute, tu viens de le dire en partie. En fait, tu as une triple casquette. Enfin, tu viens d'en lâcher deux, mais l'élu local, le ministre, et ma foi, ça suppose une approche décentralisée. Parce que je le sens dans les propos, je ne suis pas le seul à le sentir. Est-ce que la manière d'approcher cette affaire-là, de la décentralisation véritable, c'est-à-dire avec des compétences, est-ce que tu te sens d'attaque? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, je m'appuie sur une volonté du président de la République. Il l'a dit lui-même, la décentralisation de la politique du logement. Je n'ai pas été sourd ce jour-là. Vous l'avez entendu comme moi que le président de la République a dit décentralisation de la politique du logement. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous garantis, il l'a dit. Décentralisation de la politique du logement. Donc on va la mettre en œuvre. Et donc je ferai des propositions en la matière. Et je viens de le dire, l'état d'esprit. Alors, ça passera par une loi, excuse-moi. Mais peu importe les moyens. Il y a forcément une loi oui. si c'est de la décentralisation au passage. Hein. Mais peu importe les moyens, je ne me pose pas cette question-là. M. Tchegaray, tout à l'heure, m'a demandé si on allait donner l'accord pour l'encadrement des loyers. À ce que je sache, je n'ai pas vérifié auprès de mon CAM, hein, c'est oui. Je crois qu'il y a un petit truc à faire, une délib, un truc comme ça, etc. Mais c'est un point de détail. Mais j'ai envie de dire, j'ai envie d'aller plus loin. Ce que je dis là n'engage pas le gouvernement, il n'engage que moi. Je préfère le dire clairement. Moi, je ne voudrais même pas que ça remonte au ministre, que ce soit un outil de régulation à disposition des agglomérations sans que ça remonte à mon niveau. Pourquoi c'est le ministre qui doit décider si vous voulez faire l'encadrement des loyers ou pas? C'est parmi les outils de régulation qui sont à votre disposition. Vous le faites pas. Vous êtes comptable devant vos concitoyens et au moment du vote, vous l'assumerez. Moi, en tant que maire, j'ai l'habitude de ça. À un moment donné, quand on prend des décisions, je prends des décisions de construire du logement à Dunkerque. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Je l'assume. C'est ma responsabilité de maire à un moment donné. Et il y a le vote à la fin pour savoir si oui ou non on tient démocratiquement. On sait tous ça quand on est élu local. Et on est tous confrontés à la sanction du suffrage universel. Eh bien, on vous donne des outils. Vous les actionnez pas. Et vous en répondrez devant vos concitoyens. Et moi, je le fais aussi bien en tant que maire et en tant qu'élu local. Donc j'ai même envie de vous dire, moi, à titre personnel, je n'ai pas dit que ça engageait le gouvernement, ça je me battrai là-dessus. Mais à titre personnel, j'ai envie de donner aux AOH le maximum de capacité de régulation et après vous utilisez les outils dont vous avez besoin. Et là, je fais un mot là-dessus. Si vous m'avez entendu sur France Inter, comme certains, j'ai dit, si on veut une politique du logement juste,
c'est-à-dire juste socialement, mais aussi juste au sens adapté au territoire, eh bien, il faut assumer le fait que la politique du logement ici au Pays Basque ne sera pas la politique du logement à Strasbourg et ne sera pas la politique du logement en Creuse. Et j'ai envie de pousser ça le plus loin possible. Et donc, les outils que vous allez mettre en œuvre au Pays Basque ne seront pas les outils que d'autres agglomérations vont mettre et ne seront pas les outils. Voilà. L'État là-dedans, parce que j'attends la question suivante, l'État là-dedans, et Christophe l'a interpellé aussi. L'État, il doit être garant, je pense, de 3 choses. D'abord, le cadre d'intervention national, c'est-à-dire les outils de régulation, les fameux outils de régulation, où ils sont possibles, lesquels ils sont, de quelle manière, etc. Donc le cadre, qui doit être facilitateur, je le dis, mais le cadre d'intervention, ça relève de l'État. Les outils, ça relève de l'État. Le choix d'utiliser les outils, c'est les collectivités locales. Les outils, c'est l'État. Deuxièmement, l'État doit être garant du modèle socio-économique du logement. Le livret A, les prêts de la Caisse des dépôts, l'ensemble des aides, effectivement, aujourd'hui, qui font ce qu'est le modèle socio-économique du logement. Et troisièmement, l'accueil des publics fragiles. Parce que l'accueil des publics fragiles ne peut pas faire l'objet d'un marchandage entre élus locaux. L'accueil des publics fragiles, chacun doit y prendre sa part, chacun doit y prendre sa contribution. Je vais vous faire une confidence, je suis le conseiller qui a écrit l'article 55 de la loi SRU, avec Jean-François Debat, avec Thierry Repentin, qui était là ce matin. J'étais le conseiller de Claude Bartolone qui a écrit cet article. Vous pouvez compter sur moi pour le faire respecter. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de voir comment, effectivement, on veille à ce que chaque commune prenne sa part, contribue à l'accueil des plus fragiles à l'échelle nationale, parce que c'est une responsabilité. Les élus locaux, c'est un deal, c'est un donnant-donnant. Les élus locaux souhaitent plus d'outils pour la politique du logement, dont acte. Ils ont plus d'outils pour la politique du logement. En échange, je leur demande de prendre leur part dans les enjeux qui sont nationaux. Je pense au DALO, je pense à l'hébergement d'urgence. Je pense effectivement à tous ces enjeux-là. Le donnant-donnant, il est là avec les élus locaux. Plus d'outils, plus de moyens de régulation, mais la reconnaissance que chacun doit contribuer à l'accueil des plus fragiles. Ben écoute, moi ça me convient. Tant mieux. Je vois les sourires, je voyais les sourires, j'avais des sourires en face de moi, mais je pense que, bon, ensuite, on verra en marchant. Mais, j'ai qu'un mois. Oui. Non, mais c'est un vrai challenge. Alors, il y a un deuxième challenge qui est très proche de ce que tu viens de dire. Public fragile, tu viens d'en parler. Et je sais que tu es assez convaincu du fait que le logement doit pas être surtout un frein à l'accès à l'emploi. Et aujourd'hui, on le voit bien, 86% des embauches sont des embauches précaires. Heureusement, elles ne le restent pas. Hein. Je parlerai aussi de l'alternance ou de l'apprentissage. Tous ces contrats, tous ces statuts aujourd'hui, évidemment, face à un bailleur, dans certains cas même fut-il social, et c'est pas leur en vouloir, eh bien c'est difficile. Donc pour cette population-là, qui n'est pas complètement dans l'exclusion dont parlait tout à l'heure Christophe, mais ces personnes-là, aujourd'hui, pour beaucoup, vont jusqu'à refuser l'emploi parce qu'il n'y a pas de logement. Est-ce que sur ces questions d'accès au logement, est-ce que tu comptes avancer? Et je pense il y a ici des associations. Pourquoi je pose cette question? Parce que j'essaie de me faire le reflet le plus exact possible de ce qui est remonté comme préoccupation. Il y a des associations qui gèrent des foyers, pas des foyers, mais des accueils de personnes handicapées. Il y a la FAGE, la fédération étudiante qui est présente. Et cette question-là, elle est revenue quasiment à chaque fois.
Oui, mais ça passe évidemment par la production du logement dans les différentes gammes, et là où il y en a besoin. On revient à la question de la différenciation. Moi, je disais, il n'y a pas forcément besoin de production de logement aujourd'hui partout en France. Les territoires, il n'y a pas forcément besoin prioritairement de production. Et là, j'assume la différenciation complète. Mais l'autre côté, le logement accessible, notamment pour les catégories de personnes, effectivement, qui ne sont pas dans l'exclusion, qui ne sont pas directement dans les publics fragiles au premier sens du terme, mais qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Ça s'appelle le logement social, ça s'appelle le logement abordable, ça s'appelle l'accession sociale à la propriété. Et quand on parle de production du logement, eh bien effectivement, il faut l'ensemble de la gamme. Et quand je parlais tout à l'heure de différenciation par les territoires et de renvoyer aux collectivités, de renvoyer aux bailleurs sociaux, de renvoyer aux acteurs de terrain cette production et cette capacité à la distinguer, à condition qu'il y ait les outils qui vont derrière, bien entendu. Je vais juste faire un focus sur ce que tu as dit sur le logement étudiant. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, et je le fais en toute modestie, la question du logement étudiant. J'ai dit qu'effectivement, pour les jeunes, moi aujourd'hui je suis très inquiet. Il m'est arrivé de faire des conférences sur la politique du logement avant, et à chaque fois je pointais aujourd'hui la très grande difficulté pour les jeunes de ce qu'est devenu le logement. Et d'ailleurs, peut-être que le plus gros transfert financier intergénérationnel et dans le logement aujourd'hui. Les jeunes payent très fortement la hausse du prix des logements depuis ces dernières années. Et en particulier, chez les jeunes, il y a l'accès au logement, l'accès au logement social. D'ailleurs, il y a des bailleurs dans la salle. J'aimerais bien que d'ici le congrès de l'USH, Emma est partie, mais j'aimerais bien une réflexion sur la mobilité à l'intérieur du parc social. Il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas des bonnes pratiques partout. Et donc là-dessus, il faut se parler honnêtement aussi. La mobilité à l'intérieur du parc est devenue un problème au niveau d'un certain nombre de bailleurs. Et donc tout à l'heure, j'ai entendu Emma parler beaucoup de l'État. Moi, j'aimerais aussi parler des bailleurs. Et donc il y a des pratiques aussi à faire évoluer dans la mobilité dans le parc. Parce que ça aussi, ça bloque l'accès des jeunes au logement social. Donc là-dessus. Mais les jeunes, ce n'est pas l'accès au parc social, c'est aussi le logement étudiant. Je trouve que c'est un peu un impensé. Il y a eu des tentatives. D'ailleurs, au passage, et je veux saluer mon prédécesseur, je veux saluer à un moment donné Julien de Normandie qui a essayé de faire des choses sur la question. L'an passé, il n'y a jamais eu autant de création de logements sociaux étudiants. Sauf que c'est 7000. C'est pas grand-chose. Mais il n'y en a jamais eu autant. Donc comme quoi, ce n'est pas un impensé depuis peu de temps, c'est un impensé depuis, à mon avis, une trentaine d'années, peut-être même plus. Moi, j'ai envie de mettre ça sur la table. Et comme ma stratégie, vous avez compris, ma philosophie, c'est de mobiliser des acteurs de terrain, j'aimerais, et tu as dit que la FAGE était là, il y a d'autres associations étudiantes. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une réflexion ensemble sur comment on mobilise les acteurs de terrain sur la question du logement étudiant. La loi 3DS a créé un objet dont on ne parle pas, qui s'appelle la Société locale universitaire immobilière. C'est pas un truc comme ça? Voilà, il y a un truc comme ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de responsabiliser les présidents d'université, responsabiliser les recteurs, responsabiliser les collectivités locales, responsabiliser... Alors aujourd'hui, le Crous ne peut pas faire partie de ça, mais responsabiliser les acteurs sur la question du logement étudiant, avec un outil, un opérateur qui est possible en fonction des besoins. J'aimerais bien, donc je lance un appel, j'aimerais bien qu'on avance sur cette question du logement étudiant et que cela cesse d'être un impensé et qu'on organise une réflexion sur le terrain avec les acteurs directement impliqués, en particulier les présidents d'université. J'ai demandé à Sylvie Retailleau à être présent à la prochaine conférence des présidents d'université pour évoquer ça. Mais je voudrais effectivement qu'on avance ensemble sur cette question du logement étudiant. J'ai besoin de vous. Et quand vous parlez de besoin, j'ai besoin de vous, mais aujourd'hui, ça me pose vraiment problème qu'on ait des logements, on ait des étudiants qui payent plus de 1 000 € de loyer par mois pour faire leurs études supérieures. Je suis issu de milieux populaires. Moi, je n'aurais pas pu faire des études supérieures en payant ça.
Et même là, parce que je parle de Paris, et même si je sors de Paris, on est sur des niveaux de prix qui sont indécents aujourd'hui. Ouais. Donc il faut qu'on réussisse à regarder ensemble comment on aborde cette question du logement étudiant. Ce n'est pas normal de payer autant un logement pour faire des études supérieures en France. Donc je voudrais vraiment qu'on se saisisse de cette question, parce que c'est un impensé. Personne n'en parle. Personne n'en parle, sauf à la rentrée, où effectivement les associations d'étudiants s'en offusquent, à juste titre. Mais on ne fait rien derrière. Alors essayons de faire quelque chose. Voilà, c'était le focus que je voulais rajouter. Le message est passé. Alors, j'aurais une dernière question. Alors, c'est toujours frustrant de te recevoir, mais je commence à avoir les gros yeux de ton entourage. Oui. Et donc, j'aurais une dernière question. Comment tu comptes t'approprier le défi de la rénovation dont on a parlé tout à l'heure? Alors, tu as compris que, vu ma philosophie, c'était pas comment tu comptes, mais comment je pense qu'il faut qu'on compte collectivement. Ça me paraît d'une grande évidence, mais c'est bien de le rappeler. Bon, la rénovation, d'abord, ça a été dit, à part plusieurs, Christophe, Emma, etc., la rénovation est enclenchée. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui existent, on n'est pas au degré zéro, et il y a eu des engagements là-dessus. L'enjeu de la rénovation, il y a plusieurs sujets. Donc évidemment, il y a d'abord la question du financement. C'est ça qui a été évoqué surtout. Il y a des aides de l'État. Il y a la question du tiers-financement. Il y a la question aussi de ce que j'appelle la question du gage, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, évidemment, comment à un moment donné on peut gager le patrimoine pour essayer de... Voilà, c'est cette question du gage au sens large du terme. Qu'est-ce qui peut à un moment donné gager une partie du capital? Voilà, il y a cette question-là. Il y a la question des prêts. Bon, voilà. Donc il y a la question du financement au sens large. C'est pas la partie la plus faible aujourd'hui. Il y a des choses qui existent et je pense que l'État s'est engagé quand même là-dessus. Ça avance, il y a des engagements réguliers. Mais du coup, je vais parler des autres points. Il y a la question de la structuration de la filière, quand même. Je suis l'élu de terrain. J'ai voulu faire de la rénovation énergétique sur l'agglomération dunkerquoise. J'ai fait un dispositif qui s'appelle Ecohabitat, où je paye gratuitement pour mes habitants un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, gratuitement, donc il vient chez vous, il fait un audit technique. Il fait un audit financier, toutes les aides que vous pouvez avoir, il vous aide à monter les dossiers financiers et il vous accompagne avec l'entreprise, gratuitement. Et en plus, on apporte des aides à trucs. Eh bien, je n'ai pas trouvé les diagnostiqueurs. J'en ai 3 pour 200 000 habitants et c'est 50% des diagnostiqueurs des Hauts-de-France. J'arrive pas. Et quand je veux monter en puissance pour être à l'heure de la neutralité carbone en 2050, je n'ai pas les entreprises. Alors, il faut qu'on réfléchisse à ça. Tant qu'on reste dans la dimension artisanale, on n'y arrivera pas. En 2050, on ne sera pas à la hauteur en termes de filière. Et j'interpelle aussi, il y avait le représentant de la FFB tout à l'heure. Et voilà, j'interpelle aussi la FFB là-dessus, j'interpelle la CAPEB. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je pense qu'il faut sans doute massifier les opérations. C'est-à-dire l'opération maison par maison, immeuble par immeuble, sans doute que ça ne permet pas de structurer une filière. Et je me dis qu'avec les collectivités locales, l'idée d'opération groupée, de massification de la rénovation pour justement mobiliser plus fortement et plus largement peut permettre de structurer les filières. Et donc je pense qu'il faut qu'on discute ensemble sur comment on arrive à trouver les personnes et les compétences qui vont rénover ces logements, parce qu'à un certain nombre d'endroits, ça pose problème. Voilà, je tiens à le dire. Et voilà. Donc il y a la question de la structuration de la filière, la massification des opérations, le lien avec les collectivités, le lien avec les filières économiques qu'il faut développer. L'autre point... Il y en a qui ne vont pas être contents. Christine dit souvent, il ne faut pas démolir. Elle le dit très souvent. Même si je suis d'accord à Châtenay-Malabry, je ne suis pas complètement d'accord sur tout. Il ne faut pas aller jusqu'à l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment, il y a aussi du bâti en France qui n'est pas compatible avec la rénovation énergétique. Et je pense qu'il faut sensibiliser les ABF. Non, c'est pas toi. Je pense qu'aujourd'hui, je souhaite... Je souhaite rencontrer ma collègue ministre de la Culture et je souhaite que nous abordions la question du patrimoine et de la rénovation énergétique.
Je suis profondément pour le patrimoine et la défense du patrimoine français. Je suis dans ton combat à Châtenay-Malabry, je te le dis. Voilà. Mais dans des centres-villes anciens, où on a besoin de retrouver de la dynamique, et où on a besoin de retrouver de la dynamique de logement avec des logements qui seront compatibles avec les enjeux énergétiques de demain, à un moment, c'est plus possible. Et donc, cette question-là, la question de l'adaptation, nécessite à un moment donné, peut-être qu'on aille un peu plus loin. À la fin des années 90, la politique de la ville a assumé la démolition, en se disant on n'y arrivera peut-être pas à changer l'image d'un certain nombre de quartiers si on ne démolit pas. Ça a sans doute été excessif à un moment, Christine, je te l'accorde. Et l'ANRU a été parfois un peu dans le dogme de la démolition, c'est vrai. Mais mine de rien, ça a été globalement un succès et un progrès, et ça a changé l'image de ces quartiers. Je pense qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique nécessite aussi qu'on se dise qu'à un moment, il va falloir peut-être aussi assumer une transformation du parc et du bâti qui soit un peu plus puissante. Voilà. Alors on en discutera à chaque fois, j'en suis certain, mais je pense que le dogme de la transformation profonde d'un certain nombre de logements que j'estime aujourd'hui obsolètes, dans des villes, souvent d'ailleurs des villes moyennes ou des petites villes qui en ont terriblement besoin, il faut aussi l'adopter. Et l'ANA n'est peut-être pas forcément la solution. La solution est peut-être plus du côté de l'ANRU. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci, Patrick.